Il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière. Bon, c'est pas de moi, c'est de Leonard Cohen. Moi, je suis Enzo Colucci, et tu écoutes la 4e saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Ensemble, un mardi sur 2, viens prendre ton shoot de motivation avec des témoignages inspirants de personnes qui ont fait de leurs échecs une source d'inspiration. Pour s'émanciper de cette peur qu'on a d'échouer, il faut changer notre état d'esprit. Et c'est pas avec un e-book gratuit en 5 étapes que ça va se régler cette histoire. Donc je te rassure, mais t'as déjà dû le sentir, ici c'est ambiance à la cool. On se prend pas la tête et on n'est pas là pour donner des leçons. Le but du podcast, c'est justement de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on traverse tous des périodes de merde dans nos vies. Mais que c'est tout à fait possible de s'en relever. Alors j'espère que tu vas kiffer l'épisode. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'accueille Justine. Salut Enzo. Ça va ? Ouais, au top. Trop bien. Justine qui a fait le déplacement depuis Nantes et on enregistre depuis la Casa. Ça fait quand même quelques fois que les gens se déplacent, ça fait plaisir. Ouais, et puis moi, c'est mon premier voyage à Paris depuis février 2020, donc je suis super contente de revenir. Eh écoute, trop bien. On va passer une bonne petite demi-heure ensemble à essayer de se marrer, même si on va parler d'échecs. Écoute, on peut très bien aller les deux. Oui, on va faire des blagues. Et parfait, on va faire de la blagasse. Alors, Justine, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent ? Ok, donc Justine Delahaye, j'ai 30 ans. Je suis bretonne du Sud Finistère. J'habite à Nantes. Qu'est-ce que je peux dire ? Dans la vie, je suis une slasher. J'aime bien dire slashereuse parce que ça fait slasher et heureuse, bref. Voilà. Et du coup, je fais beaucoup de choses en même temps. Certaines contre de l'argent, d'autres contre du kiff, de la joie. Et puis, je suis un peu une hyperactive qui fait beaucoup de choses. Voilà. Je suis pas très ponctuelle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai un chat qui s'appelle Léon. Magnifique, on l'embrasse Léon. Voilà. Trop bien. Tu peux nous redire un peu ce que c'est que slasheuse, pour celles et ceux qui ne savent pas ? C'est un peu... Il y a 2 manières d'être slasher aujourd'hui. En fait, ça fait référence à la touche slash du clavier de l'ordinateur. Il y a le fait de cumuler, d'avoir plusieurs carrières dans ta vie, mais qui ne sont pas forcément reliées les unes aux autres. Je sais pas, un jour, tu es restaurateur. Coiffeur, astronaute. Voilà. Là, c'est plus un jour, tu es restaurateur, le lendemain, tu es astronaute, et le jour d'après, au bout d'un certain temps, tu te reconvertis et tu deviens un coiffeur. Et après, tu as le slashing tout en même temps, où là, tu es coiffeur, astronaute, et restaurateur, et livreur de fleurs, et fan de dragons en même temps. Okay, là, tu condenses tout en même temps, tout le temps, et tu alternes dans ta semaine. Ok, très intéressant. Justine, c'est quoi pour toi l'échec ? Comment est-ce que tu définirais l'échec aujourd'hui ? J'ai une définition toute faite. Enfin, c'est pas une définition, c'est... En fait, je suis entrepreneur depuis... Vraiment, je l'ai réalisé vraiment, je pense, depuis septembre. Mais j'essaye d'être entrepreneur depuis 2 ans et je m'entoure d'entrepreneurs depuis 5 ans. Ça a pris du temps. Et j'ai été, pour réussir à avancer dans ma quête d'entreprise, je me suis faite accompagner par Laure Joutot. En tout cas, c'est la créatrice d'une communauté qui s'appelle Les Aventurières. Donc, c'est des entrepreneurs plutôt féminins. Il y a pas mal d'humour et beaucoup de bienveillance et de blagues dans cette communauté. Donc, je kiffe. Et Laure, ce qu'elle explique, c'est que l'échec, c'est le chemin. On ne peut pas éviter, on ne peut pas faire un détour. C'est un moment, il va falloir accepter, surtout quand on est entrepreneur, qu'il va falloir se foirer souvent, se foirer longtemps, et que même quand on aura pris de l'assurance, faudra repasser à travers ça. Et du coup, j'aime beaucoup cette définition-là, et ça démystifie un peu le côté... moi, j'ai un côté un peu soi parfaite, que je m'impose depuis que je suis petite, ou peut-être qu'elle est liée à mon éducation, mais où je ne sais pas trop exactement d'où ça vient. Et du coup, l'échec, à la base, c'était pas trop le délire. Okay. Voilà. Mais maintenant, j'essaye d'échouer souvent. Ok. Écoute, très bien. Très bonne définition pour entamer le sujet. Justine, je vais un petit peu donner de contexte comme d'hab, et puis après, je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques un peu ce pourquoi tu viens témoigner aujourd'hui. C'est un sujet un peu inédit, hyper intéressant. On avait échangé ensemble
via Insta, on s'est fait un petit call et on s'est dit que ce serait super d'échanger sur ce sujet qui est donc le surendettement. Plus vulgairement, la grosse galère financière, hein, voilà. La merde. La grosse merdasse. Et donc, écoute, je vais te laisser la parole. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment t'es arrivé dans dans cette spirale un peu infernale où tu t'en sors plus financièrement, où t'es H24 dans le rouge? Comment ça s'est passé? C'est vraiment une histoire qui s'est déroulée sur 10 ans, à peu près. Et je commence à entrevoir les causes et comprendre tout ce qui s'est passé que maintenant. Déjà, une des premières choses à questionner, surtout quand tu arrives dans une situation de surendettement, c'est quoi ton rapport à l'argent? Et moi, je pense qu'en France, c'est difficile d'avoir un rapport très sain à l'argent parce que c'est un sujet assez tabou et on n'aime pas trop en parler. Et moi, j'avais un rapport à l'argent, en gros, dès que j'en avais, je le dépensais. Quand j'avais de l'argent de poche, quand j'étais ado, j'allais à la librairie acheter des livres. Ouh. Mais je gardais jamais mon argent de poche, quoi. Et à 18 ans, j'ai quitté la maison, j'ai fait des petits boulots et j'avais un découvert autorisé, mais il n'était pas élevé, 100 ou 200 euros. Mais je cramais tout de suite, quoi. Enfin, je dépensais tout. Mais n'ayant pas un énorme découvert, tu peux pas te ruiner la vie quand tu es à moins 50 ou moins 100 euros sur ton compte en banque. Enfin, mais tu prenais déjà cette habitude d'être à moins 100 ou 200, d'aller jusqu'au bout de... Ouais. D'accord. Ouais, je me rappelle quand j'étais en prépa à Nantes et ça m'avait énervée quand je discutais avec une des filles de la classe que j'aime beaucoup, qui est une copine qui disait oh, « Non mais moi, quand il me reste plus que 50 euros sur mon compte, je suis trop stressée. » Moi, j'étais là, mais... Attends, ça c'est l'histoire de ma vie dès le début du mois. Donc c'est un peu un miroir un peu violent de meuf, mais en fait, tu sais pas gérer ta thune, t'es vraiment une merde. Après, il y a le côté aussi, donc il y a déjà ce côté, enfin, dès le début, j'avais un rapport à l'argent où, enfin, dès le début, j'avais pas des bonnes habitudes. Je viens d'un milieu social, familial, pardon, qui est pas aisé. Disons que j'ai certains critères, on va dire, où c'est plus facile d'avancer dans la vie. Je suis une femme blanche, je suis hétéro. J'ai le même genre que celui qui m'a été assigné à la naissance. Donc, il y a des petites choses où c'est facile pour moi, justement. Puis, j'ai fait des bonnes études. J'ai fait une prépa, puis une école de commerce. Et du coup, j'avais des facilités. Ça a toujours été facile de négocier avec la banque. J'ai pas de problème de délit de faciès ou autre. Donc... Et en même temps, je viens d'un milieu social qui est plutôt ouvrier. Ma mère est sage-femme, mon beau-père est marin-pêcheur, à la retraite aujourd'hui. J'ai 2 petits frères, et on n'a jamais roulé sur l'or. Et je dirais qu'une des origines un peu du problème, je pense que c'est aussi familial et j'essaie de questionner ça, qu'est-ce qui m'a été transmis. Et en fait, je me rends compte, même encore aujourd'hui, surtout avec ma mère, elle dit très souvent que c'est ric-rac, que c'est compliqué, qu'on va pas pouvoir se faire de cadeaux de Noël cette année, même si on s'en fait toujours un petit peu, mais ils se font pas de cadeaux de Noël et on le dit plusieurs fois. Et puis, on a dû faire un prêt pour réparer la chaudière et puis ceci. Et puis, du coup, on va pas pouvoir partir en vacances. Et enfin... Et en même temps, j'ai toujours mangé à ma faim, donc j'ai un peu un sentiment de... T'as manqué de rien, mais à la fois, t'as pas roulé sur l'or, quoi. Et c'était toujours la galère, ouais. Et du coup, je pense que je suis entrée dans la vie un peu avec ce côté... je respecte, je suis loyale à la vie de galérien qu'il y a dans ma famille. Enfin, de galérien, pas forcément, mais voilà. Et puis ma mère, quand elle était jeune, elle a dû faire un prêt aussi... pour faire ses études, pour financer ses études, parce que mes grands-parents, qui avaient 5 enfants, n'avaient pas d'argent. Donc, elle s'est déjà endettée. Donc, le surendettement, il était déjà là. Tu avais l'habitude, du coup, tu dis, donc, de dépenser assez facilement, en tout cas, l'argent que tu avais. Et donc, celui que tu n'avais pas aussi forcément, parce que tu allais jusqu'au bout des limites d'être dans le rouge. Est-ce que, du coup, donc, tu dis tout à l'heure, tu arrivais début du mois et tu n'avais déjà plus rien, parce qu'à côté aussi, tes dépenses... tes besoins primaires de manger, de se loger, ça représentait une grosse partie de ce que tu gagnais. Tu gagnais ta vie déjà, du coup, à l'époque, du coup? En fait, au début, j'ai fait des petits boulots entre mes 18 et 20 ans.
en prépa, puisque du coup, en prépa, tu fais que étudier et tu travailles pas à côté. Time, Ouais. Et ma mère m'aidait. Et en fait, j'étais bonne élève et ma motivation pour le brevet et le bac, j'ai fait un bac ES, économique et social, c'était la thune. Donc j'ai tout fait pour avoir la mention très bien. Et chaque mention très bien. Voilà, c'était vraiment... parce qu'il y avait... t'avais une bourse au mérite, 200 € par mois pendant 3 ans si tu es en licence, pendant 2 ans si tu fais une prépa et les 3 ans suivants pendant l'école. Donc en fait, pendant 5 ans, j'avais 1800 € qui me tombaient par an, qui me tombaient dans la poche. Donc j'étais motivée par la thune, quoi. Et je savais pas quoi faire de ma vie. Et je suis partie vers l'école de commerce parce que je savais pas quoi faire, que c'était un peu la voie toute tracée, que je voulais pas galérer comme ma mère avait pu galérer plus jeune. Je voulais tout de suite avoir un travail parce que j'avais en tête que pour les jeunes, cette année, ça va être compliqué. Mais c'est le message qu'on tabasse depuis des années. Et je voulais gagner ma vie, quoi. Je voulais que ça soit pas une question, l'argent. Et donc, j'ai fait une école de commerce. T'es endetté pour ça, du coup? Tu t'as emprunté, du coup? C'est là le début de la galère et de la spirale. C'est que, du coup, j'ai ouvert un compte à la Société Générale, là où ma mère avait un compte aussi. Et j'ai emprunté 35 000 €. Et quand tu as des bonnes notes, que dans la famille, on a un compte depuis longtemps, dans cette banque-là, que ça se passe bien, et qu'en plus, il y a un partenariat, notamment entre la Société Générale et l'école de commerce que j'ai faite à Marseille. Du coup, c'est facile. Et j'ai failli faire ce prêt avec ma mère, qui était un peu dépassée par ça, qui comprenait pas trop mon choix d'école, de faire une école de commerce, mais qui me soutenait. Elle était un peu dépassée. Finalement, on n'a pas signé le prêt à Quimper, là où j'habitais. J'ai signé le prêt à Marseille, toute seule, avec la chargée de relais. Enfin, en gros, c'était la chargée de partenariat entre la Société Générale à Marseille et l'école. Et donc, à 20 ans, je me retrouve avec 35 000 € sur mon compte en banque accessible. C'est-à-dire que c'est pas... l'année, c'était 8 000 puis 9 000 € l'année, pendant 3 ans. Et c'était pas on débloque le montant qu'il faut par an pour payer. Coup, j'ai tout d'un coup. Et en fait, le reste, je l'avais emprunté en surplus pour pouvoir vivre, parce que j'avais pas trop de thunes. Et j'étais vraiment convaincue que de toute façon, à la sortie de l'école, moi, je vais avoir les 40K direct, je vais gagner v'là la thune. Et je vais rembourser un de deux. Ouais, exactement. Et ça s'est pas passé comme ça. Et en fait, à l'école, déjà dans l'école, je me suis vite rendu compte que c'était pas mon milieu, et j'ai tout fait pour rentrer dedans. C'est plutôt un milieu bourgeois. Il n'y a pas que des bourgeois, hein, mais et j'ai commencé à participer à tous les événements. J'ai essayé de m'intégrer. Je faisais toutes les soirées, je faisais tous les voyages. J'étais à fond avec l'association dans laquelle j'étais. Et je suis devenue très copine avec des filles qui manquaient pas d'argent. Du tout. Et du coup, j'ai commencé à faire n'importe quoi avec cet argent-là. Je l'ai dépensé. En même temps, je suis devenue la reine de l'administratif pour ce qui est de demander des bourses. Et puis à un moment, c'était la galère. J'ai fait monter un dossier pour demander de l'argent aussi à l'école. Et j'ai eu 2 fois, elle m'a accordé ils avaient des bourses pour les étudiants avec une situation qui était boursier ou autre. Donc j'ai eu un peu d'argent de l'école. J'ai eu la CAF, j'ai eu le Crous. Enfin, le Crous, après, j'avais plus que la bourse au mérite, mais c'était toujours 200 € par mois. Et puis ma mère, toujours ce qu'il y avait à voilà, prendre, quoi. et ma mère me payait le loyer. Et après, je vivais sur mon prêt. Question bête, excuse-moi, je te coupe, t'as pas pensé du coup, enfin, je dis ça maintenant après coup, c'est facile, mais tu débloques du coup tes thunes, donc tu sais que t'en as pour 8-9 000 par an, donc ça fait moins de 30 000. Tu mets pas tout de suite de côté du coup cette somme pour t'assurer que t'as tes thunes pour ton école, genre sur un autre truc style, comment t'appelles ça, un PEL, etc. Tu gardes tout sur le compte courant, genre tout le long. C'est pas sur le compte courant, mais c'est sur un compte à côté. D'accord. Mais je peux faire des allers-retours. Oui. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas normal parce que quand j'en parlais avec des potes, il y en a, c'était pas du tout ça, quoi. C'était la banque qui débloquait le montant précis chaque année, et ça partait directement à l'école après. Ok. Et en fait, non, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'avais plus assez d'argent pour payer la dernière année. Combien ? Il me manquait 8 000.
Sur les 9, emmerdant. Et du coup, c'est ma mère qui a fait un chèque, qui a pris dans ses économies. Et voilà. Et là, j'ai contracté ma première dette privée. Et ma mère qui a pris dans ses économies pour me sortir de la merde. Et là, tu commences à être dans la spirale. Mm-hmm. T'es déjà là, ouais, je suis déjà bien. Et après, en fait, quand tu as un prêt étudiant, tu commences pas à rembourser tout de suite. Déjà, j'ai eu un prêt à 1,99 en taux, donc c'est très petit. Mais j'avais aucune mesure de ce que ça représentait. J'avais eu aucun conseil sur comment gérer mon argent, enfin rien. Enfin, j'avais juste ça. Tes parents t'aidaient pas du coup à ce moment-là, sur la gestion de tes finances et tout? Ma mère m'aidait pour le loyer, mais par contre, elle me posait parfois des questions. Elle se doutait qu'elle n'avait pas accès à mes comptes. Ça, c'est quelque chose que t'as pas voulu faire? Tu voulais mettre la poussière sous le tapis? C'est un truc que tu t'es pas rendu compte sur le moment? Je pense que j'étais un peu dans le déni, mais c'est juste que ça n'avait pas été du tout... Il y avait une espèce de confiance un peu de... Elle va gérer, enfin... Je veux dire, quand t'es bon à l'école... Enfin, tu sais faire des additions, des soustractions. À un moment, tu te dis, je suis pas débile, je dois pouvoir gérer. Mais c'est un peu plus complexe que ça, en vrai. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai pris des petits boulots au bout d'un moment à l'école. J'ai bossé chez McDo, j'ai fait des petites missions étudiantes. Mais j'ai commencé à vraiment rentrer dans cette spirale. Et il y a autre chose qui a joué, mais là c'est la responsabilité de la banque aussi. C'est que la banque, dès le début, a accepté que j'ai une carte bleue à débit différé. Donc en fait, tu as un montant, tu as par exemple une carte bleue avec une capacité de paiement de 1 500 €. Et tout ce qu'il y a sur ta carte bleue est débité à la fin du mois. Mais par contre, pendant tout le mois, l'argent reste sur ton compte. Et ça a duré ça a duré 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et j'ai fini par rencontrer un conseiller, parce que j'ai déménagé de ville en ville, et j'ai eu un conseiller un jour qui m'a dit « Mais pourquoi vous avez droit à un débit différé ? Normalement, on ne donne pas ce droit. C'est une sorte de crédit, quoi. » Et donc déjà, j'avais toutes les conditions pour que ce soit la merde. Ouais, de fou. Ouais. Et voilà. Et après, j'ai cherché tout de suite un travail. J'ai commencé en étant commerciale en grande distribution, en Champagne-Ardenne. Je remboursais pas mon prêt tout de suite. Donc pendant 1 an, j'avais juste mon loyer. Et au début, c'était à Reims, donc c'était pas très très cher. J'avais une voiture de fonction, mais j'avais un petit salaire. Je devais toucher 1200 et quelques nets. On est loin du 40K promis à la sortie des études, mais bon, il fallait que j'ai un boulot, voilà. Puis j'avais pas hyper confiance en moi, j'aimais pas la finance, le market, la RH, tout ça, ça me faisait un peu chier, donc commercial, ok, pourquoi pas. Et au bout d'1 an, je suis montée au siège. Donc on m'a proposé une promotion hyper intéressante quand tu regardes en termes de... Mon brut, il a augmenté beaucoup, mais au final, j'ai perdu la voiture. J'avais plus la voiture, j'avais plus les avantages où tous les midis on te payait 18 € pour ton repas, etc. Donc au final, et en plus le potentiel de prime, et au lieu d'être payé 4 fois par an, il était payé l'année d'après au bout d'1 an. Donc je suis passée de 1 200 € à 1 500 € net à Paris. Avec beaucoup moins d'avantages. Avec beaucoup moins d'avantages, et je commençais à rembourser mon prêt, et je remboursais plus de 500 € par mois. Et en étant à Paris. En étant à Paris. Avec un coût de la vie qui est beaucoup plus important. Avec un loyer à 500 balles. Et je commençais à payer des impôts. Donc, quand je me suis retrouvée dans ma boîte... en fait, et j'avais une copine qui était dans la même situation dans la boîte. La boîte, elle est connue pour pas être sur le marché sur lequel elle est. C'est pas elle qui paye le plus. Mm-hmm. Elle est assez connue pour ça. Et du coup, j'ai un moment, je me suis retrouvée avec, entre mon prêt, les impôts, le loyer, il devait me rester 100 ou 200 € par mois pour vivre à Paris, pour me nourrir. C'était un délire. Et là, tu tombes dans ce qu'on appelle une forme de précarité, tout en ayant un CDI, dans une grande ville, avec du réseau, des études, des belles études. Et là, en fait, là, j'ai commencé à augmenter mes découverts. Et du coup, les découverts autorisés, j'avais 2 banques. Donc, j'avais un découvert autorisé de 500 € à la Société Générale et un découvert autorisé de 400 € à la Banque Postale. Donc, les histoires de petits découverts au début, c'est devenu
Je Monnaie creuse. courante. Ouais, donc j'étais à moins 900 à la fin du mois, même parfois au milieu du mois, avec mes 2 comptes. Et à chaque fois, le salaire renflouait en début de mois. Et puis comme j'avais 14 mois, j'étais payée sur 14 mois aussi dans la boîte où j'étais, du coup ça renflouait au mois de juin, puis au mois de décembre, et puis la prime après, quoi. Et en fait, ça a été, là, ça commençait à être une source de stress permanente. Et quelquefois, je demandais de l'argent à ma mère, mais au bout d'un moment, 200 euros par-ci, 200 euros par-là, mais au bout d'un moment, elle pouvait plus. J'ai 2 petits frères beaucoup plus jeunes que moi. Après, derrière, de faire Ouais. les études et tout, tu avais déjà du coup emprunté 8000 balles du coup à ta mère avant. Ouais, donc à un moment, tu dis, je veux... Et même, j'ai commencé à me comporter de manière très bizarre. J'ai commencé à intégrer que... En fait, je suis partie très vite de la maison, de chez mes parents. J'ai rien laissé. C'est une maison en Bretagne, dans une petite ville. Donc, il y a de la place pour laisser des choses dans la cave. J'ai tout vidé. Il n'y a plus rien à moi dans la maison. Même ma chambre, c'est devenu une chambre d'amis. Et je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je me suis persuadée, et je le ressens encore aujourd'hui, ça me fait vraiment bizarre, même physiquement, je sens que ça me pèse, c'est que je voulais peser le moins possible pour ma famille. Je voulais pas être un poids. Et y compris financier. Et donc là, à Paris, tu avais 1500 balles par mois que tu gagnais, tu avais 500 balles de loyer. Tu remboursais combien par mois ton prêt ? Plus de 500 euros. Plus de 500 balles. 540, 60, je crois. D'accord, et tu as déjà 1000 boules qui partent là-dedans, plus un peu, comme tu dis, d'impôts. Les impôts qui commencent. Et 200 balles, quoi. Et le truc, c'est que quand t'es jeune et que c'est tes premiers emplois et que t'es jeune, t'es célibataire, les impôts, ça rate pas, quoi. D'accord, ça nous fait tous tout drôle hein, quand on commence à taper et que l'impôt commence aussi à frapper à la porte. Ouais, c'est... y a un côté, en fait, t'es ni riche ni pauvre, mais t'as une espèce de classe moyenne un peu, à un niveau un peu bizarre où les impôts tapent dur. Ouais, c'est clair. Ou quand tu payes 200 euros d'impôts par mois, ça pique. Ouais. Tu connais Pierre Thévenoud, l'humoriste ? Non. Très drôle, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter. On a dit qu'on allait faire un peu d'humour, parce que là, depuis tout à l'heure, c'est lourd, pas très drôle, mais on va rigoler quand même. Il y a du bon à l'après. Hein. Pierre Thévenoud, il est très drôle. Il dit, du coup, moi, je suis sur la classe moyenne, mais plutôt basse. En gros, je joue la relégation tout le temps. En gros, il dit, t'es Guingamp toute ta vie. Tu vois un peu le délire ? C'est ça, genre, t'es ni riche, t'es ni pauvre, mais il y a un moyen que demain, si la bagnole, elle tombe en rade et que t'en as pour 500 balles, tu vas bouffer des pâtes jusqu'à la fin du mois. Et on en dit là en rigolant, c'est pas drôle du tout, mais c'est parce que c'est vraiment le quotidien de beaucoup, beaucoup de gens. Il y a une chanson d'Orelsan où il dit je fais partie de la classe moyennement basse. C'est exact. Ça. C'est exactement ça. Et en fait, le truc, c'est que mon entourage, mes potes, il y en a qui ont un niveau de vie, qui viennent de familles qui n'ont pas de problème d'argent. Donc, j'ai continué de m'aligner aussi par rapport à ça. Et j'ai creusé mes dettes. Et au bout d'un moment, j'ai augmenté mon découvert. Et à chaque fois, ils disaient oui. Donc, au bout d'un moment, j'ai fini avec un découvert autorisé de 1 500 euros à la Société Générale, sachant que mon salaire était de 1 500 euros. Donc là, tu vois qu'il y a un problème. Et c'est plus juste moi, quoi. Et ça passait. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait un burn-out dans la boîte où j'étais. Donc, je suis partie, j'ai changé de voie. Je suis partie dans une boîte dans l'économie sociale et solidaire. J'ai été payée plus. En fait, c'était le même package en brut, 35 000 euros. Sauf que là, c'était sur 12 mois, qu'il n'y avait pas des histoires de primes. Du coup, mon net, il a augmenté. T'étais toujours à Paris à ce moment-là ? J'étais toujours à Paris. Et à ce moment-là est arrivé, mais j'en parlerai après, c'est une vidéo YouTube qui m'a un peu sauvé la vie dans toute l'histoire. On va parler d'éléments déclencheurs après. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je me sépare de mon ex, chez qui j'étais. Et j'étais pas sur le bail, mais je payais 600 euros le loyer à son père. Voilà. Et c'est son père qui payait le loyer, et moi, je filais 600 balles par mois à son père. Et du jour au lendemain, on se sépare, je choisis de partir, et j'ai 3 jours pour faire ma valise. Je me retrouve à la rue avec mon chat, j'avais un chat, à Paris, pour chercher une coloc avec un chat, laisse tomber. Je commençais un nouveau taf en septembre, donc pour les agences... ton dossier, il est un peu léger, quoi. Je squatte chez une pote quelques temps, mais je voulais absolument trouver un logement avant de commencer mon taf, parce que je me suis dit, sinon, je ne vais pas y arriver. Psychologiquement, j'étais un peu destroy, je sortais d'un burn-out, d'une séparation. Je ne roulais pas du tout sur l'or.
j'étais toujours à découvert tout le temps. Je négocie avec mon boss qui accepte de faire une fausse déclaration. Comme quoi, j'ai pas de période d'essai. Et en fait, je me démène, j'ai un Excel, je me fais un Excel avec 40 lignes d'appart, j'appelle les gens, je suis hyper organisée. J'arrive à trouver un appart. Mais en fait, être accepté dans une coloc à Paris quand t'as un chat, faut faire un numéro de claquette de l'espace. Et du coup, j'ai pris un appart, mais qui était largement au-dessus de mes moyens. Donc, j'en avais pour plus de 700 € de loyer par mois, avec quelques charges en plus. T'es à 2000 net, c'est ça maintenant ? J'étais à 2000 net à peu près, une fois que tu payais les impôts en prélèvement direct. Et du coup, j'étais passée à 700 balles, plus le prêt, toujours. Et le truc, c'est que quand je suis arrivée dans cet appart, j'ai dû débourser 2000 €. Parce que tu as un mois de loyer avancé, le rachat de la part de meubles, le loyer en même temps, enfin ça plus ça, et les frais d'agence. Et je les avais pas. Et là, ça a été la merde. Parce que là, du coup, en début de mois, j'étais dans le rouge tout de suite. Et j'atteignais mes autorisations de découvert. Et là, c'est devenu une source d'angoisse permanente. T'y penses tout le temps. Rien faire, tu peux pas aller au resto, tu peux pas te faire de soirée, Non. tu peux pas te faire kiffer sur rien du tout, quoi. Et là, ça commence à être compliqué parce que tu te prends que des refus de carte bleue. Donc là, quand tu sors dans des bars, parfois tu bois de l'eau, mais comme ça, tu sors quand même avec tes potes. Tu refuses toujours les restos. Et là, en fait, il y a un truc que j'avais pas vu venir et qui commence à grignoter un peu. C'est vrai que je suis pas hyper drôle, mais en fait, non, mais c'est ouf. Ils t'ont pas vu en off. T'es très drôle, en vrai. T'es très drôle, Justine. Et à la fin, on va faire. Je promets une blague à la fin. Je sais pas laquelle, mais. Ou alors j'arrête de promettre. Et là, il y a un truc que j'avais pas vu venir, mais c'est parce que tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu, c'est la dignité qui commence à être grignotée. Et c'est tellement insidieux. C'est que finalement, tu sais, quand on va à un resto ou qu'il y a des potes qui payent leur tournée, toi, tu peux pas payer ta tournée. Et c'est toujours tes potes qui t'invitent à boire un verre, qui te payent un coup parce que. Et puis tes potes, ils commencent à s'en sortir. Il y en a qui ont fini de rembourser leurs prêts. Il y en a qui n'ont pas de prêt, donc ils payent leur coup. Toi, t'es là et ça leur fait plaisir. Mais toi, au fond de toi, t'es. Tu commences à en avoir marre de vivre là-dessus aussi. Ouais, et tu te sens comme une merde. Et encore, tu vois, moi, je me dis, là, j'ai l'impression d'avoir des problèmes de riche parce que j'avais quand même plutôt encore un petit peu de quoi manger. J'avais un toit. J'avais pas de gamin à charge. J'étais pas malade. Donc, quelque part, je vais pas non plus me plaindre, quoi. J'avais un taf, un CDI. Ouh, ma grand-mère est rassurée. Et sur le papier, tout était parfait, mais dans ma vie, c'était chaotique. Oui, parce que tu pars avec beaucoup de retard encore au départ. Enfin, de tout ce qu'on a expliqué, quand tu l'expliques maintenant, ça se comprend, quoi. T'as accumulé toutes les petites merdes au fur et à mesure. La banque qui te passe des trucs, la mauvaise gestion au départ, parce que le prêt débloqué tout de suite, la vie étudiante qui arrive, l'engrenage, la vie chère à Paris, le loyer, les remboursements. Et tu continues à avoir une vie quand même sociale à côté, sauf que c'est compliqué. Donc, ouais, là on est chaud. Et ça s'arrête pas là. On creuse encore un peu là, on a encore un peu à creuser. Ouais, t'inquiète, okay. on peut encore creuser un peu. Vas-y, on va creuser encore, puis après on va quand même essayer de remonter à la lumière quand même, parce que ça serait sympa. Ouais. Et en fait, le truc c'est quand j'ai emménagé dans mon appart là, ça m'a foutu trop dans la merde et c'était plus possible. La pression financière du prêt était plus gérable, donc j'ai voulu faire un rachat de prêt et emprunter un petit peu plus. Pour rembourser mon autorisation de découvert, financer mon emménagement dans l'appart, parce que j'avais pas de meubles, j'avais pas de lit, j'avais rien. J'étais à poil, quoi. Et du coup, j'ai démarché des banques, et là, je me prends, mais que des refus. En mode, vous êtes gentille, mademoiselle, mais votre dossier, il est vraiment à chier, donc que des refus. Et j'ai fini par me tourner vers... On n'est pas loin du diable. Guy les bons tuyaux, c'est ça qui t'a prêté meilleurtauxsolutions.com. D'accord. Donc eux, c'est des courtiers. Ils t'accompagnent, ils démarchent plein de banques avec ton dossier. Ils appellent toutes les banques et ils défendent ton dossier. Et à la fin, tu payes des frais de commission, de frais de dossier. Je suis avec une nana qui m'accompagne. Enfin, avant, j'ai tout testé. Hein. J'ai testé la Société Générale. J'ai testé la filiale un peu solidaire ou un peu de la Société Générale. J'ai testé de faire des prêts de consommation, même 500 balles, même 200 balles. Rien n'était possible avec ma situation.
J'avais un taux d'endettement trop fort par rapport entre mon salaire et ce que je payais avec mon loyer et mon prêt actuel. Et en fait, j'étais là, mais j'ai essayé de comprendre la logique, mais j'étais là, mais si vous rachetez mon prêt, du coup, il sort du taux de l'endettement. Et donc, quelque part, c'est comme si j'étais moins endettée et ça passe. Et puis, on rachète tout et puis ça repart. Enfin, bref, j'avais ma logique, pas logique. Ils étaient là, mais mademoiselle, ça se passe pas comme ça. On prend en compte votre endettement actuel. Du coup, ça marche pas. Je passe par meilleurtaux.com et c'était compliqué. Ils ont fini par accepter. Et en fait, c'est une nana qui m'a dit, d'ailleurs, j'ai emprunté un peu plus que ce qu'on avait prévu parce que du coup, j'ai intégré les frais de dossier. 1 600 €. 1 600 € de frais de dossier. Une banque a accepté. La banque postale où j'avais un compte, mais c'était ric-rac. Du coup, je repartais, moi qui avais déjà commencé à rembourser 2-3 ans, je repartais pour 5 ans de plus, ou 7 ans. Et là, j'étais plus à 2% de taux, hein, j'étais à 5 ou 7%. Ouais, après la conso, quoi. Ah ouais. Là, c'était passé de prêt étudiant après à la conso. Mais par contre, la pression financière mensuelle avait baissé. Sauf qu'entre-temps, avec toutes les frustrations, tout ce que j'ai vécu, je me suis acheté une belle armoire, une belle étagère, un lit, un matelas. J'ai craqué sur un matelas, un salon du bio. C'était absurde, à 1 200 €. Je pétais un plomb parce que t'as un peu ce truc de je me rachète une dignité. Du coup, j'ai vite recreusé ma tombe et au bout d'un moment, je me suis retrouvée dans la merde. Donc là, je suis passée à l'étape suivante. C'était hors de question que j'emprunte de la thune à ma mère. J'ai emprunté de la thune à mes potes. Et il y a un pote qui m'a prêté 2 000 €. Je lui dois encore aujourd'hui, mais c'est une dette tacite et dans l'état actuel des choses, il n'en a pas besoin. Enfin, voilà. Et une autre pote, une de mes meilleures potes, qui m'a prêté 900 €. Et du coup, pour pouvoir la rembourser, elle, parce qu'elle en avait besoin, parce qu'elle prévoyait de partir au Canada et c'était ses économies, j'ai pris un petit boulot au Black en parallèle de mon boulot. Et je bossais au Black en parallèle de mon boulot actuel. Enfin, je faisais des heures pas possibles où je bossais tout le week-end en restauration et puis la semaine, j'enchaînais sur mon CDI, quoi. Et en fait, il y a eu un mois, au mois de février, où ce pote qui m'a prêté 2 000 €, c'est grâce à lui que j'ai bouffé. Je l'ai dit à personne, mais je faisais les poubelles de la Biocoop. Sinon, et j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. C'est ça le plus absurde. Je faisais les poubelles de la Biocoop à Paris, mais sans ça, en fait, je n'avais plus de quoi me nourrir. Je pouvais pas. Pendant plusieurs mois, je passais même plus au-dessus de 0. Donc, je pouvais plus me payer à manger. Et j'étais pas prête à aller au Resto du Cœur. Puis j'avais un salaire. Enfin, c'était. Et un appart avec un loyer à 700 et quelques. Enfin. Et voilà. Et du coup, là, au niveau de la dignité, ça commençait à bien creuser, bien loin. J'ai remboursé ma pote au bout de 3 mois de petit boulot au Black. Et voilà. Mais en fait, j'étais toujours à découvert, quoi. C'est ouf. Et j'ai fini par quitter mon taf pour plein de raisons, mais ça s'est super bien fini fin 2018. Et début 2019, j'étais au chômage. Donc, rebaisse de moyens de vie, de salaire. Ouais. Et là, je me suis dit, si je reste à Paris, je vais crever, quoi. Et donc, en mai, je pars à Nantes. Et la pression financière baisse énormément. Mais en fait, les choses ne se règlent pas. J'ai beau avoir un loyer qui est divisé par 2, vraiment. Normal. Je passais de 700 à 300 €, toutes charges comprises de loyer, quoi. C'était un truc de fou. Le mécanisme c'était trop englué, quoi. Et j'arrivais pas à repasser au-dessus. Et j'avais quand même un comportement compulsif. À Paris, je te passe des déboires avec la banque, parce que en plus, sinon on va y passer des heures, mais un moment où j'étais hyper en colère et je voulais arrêter d'être en débit différé parce que je voyais bien que ça me foutait dedans d'être en carte. Parce que c'est ça, c'est que quand j'étais tout le temps à découvert, le truc qui me permettait de manger, c'était que j'avais une carte bleue à débit différé. Et quand j'ai eu le prêt, j'ai fait ok, c'est bon, j'arrête tout. Et sauf que ça m'a refoutu dans la merde parce que d'un coup, on débite tout. Oui. Tout ce que tu as sur la carte bleue. L'habitude de faire ça, clairement. Voilà, donc c'était un crédit supplémentaire à tous les crédits. Et en fait, avec la banque, à force de faire des micmacs, il y a un mois où je suis même allée, j'ai fait le coup de appelez-moi le directeur, je suis allée à la banque parce qu'ils avaient fait de la merde, moi aussi. Bref, tout le monde était fautif. J'étais à moins 3 500. Donc là, tu vois, mes potes qui me disent quand j'ai 50 € sur mon compte qui me reste... J'étais là, ouais, tu me fais marrer, meuf. Joueur. Tu vas faire quoi? Bon, et donc, comment on relève la pente? C'est quoi l'élément déclencheur qui, un jour, après toutes ces galères-là, où du coup, tu rebouges à Nantes, il y a un truc qui fait que maintenant, là, t'arrives à...
à ressouffler, à avoir un peu d'air? Déjà, en fait, il y a un ras-le-bol parce que quand ça fait 10 ans, enfin presque 10 ans que tu vis comme ça, il faut savoir que ça impacte plein de sphères de ta vie. Tes relations amoureuses, où finalement, tu es un peu dépendante de ton conjoint, enfin moi, en l'occurrence, de mon conjoint, parce que je pouvais pas vraiment faire avancer la thune, faire des surprises, rendre autant que ce qu'on me donnait. C'est ce sentiment de devoir mériter, enfin mérite pas si je rends pas autant, bref. Et au travail, quand tu es au travail, que tu es en stress et que tu prends un petit boulot au black à côté, et qu'aussi la journée tu dois appeler ta banque ou les impôts, et que tu fais ça tous les mois. Tous les mois, tu fais ça pour régler les problèmes, pour augmenter ton découvert autorisé, pour faire des reports de prêt. Parce que je pouvais faire des reports de prêt de mensualité 3 fois par an avec la Banque Postale. Donc en fait, je faisais que repousser la fin pour essayer de m'en sortir. Ça ajoute une pression de fou et c'est sous-jacent et c'est en permanence. Et bon, à côté de ça, j'ai plein d'événements de vie qui font que j'ai déjà fait 2 dépressions, mais depuis, c'est la folie, là. Mais ça, la thune, on n'en parle pas, mais c'est l'enfer. C'est un poids mental. Et en fait, à Nantes, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé à essayer de faire un prêt. Et l'élément déclencheur, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fini par me dire non. Et qui m'a dit, en fait, madame, la première personne qui m'a parlé de surendettement, c'est quand une fois j'ai appelé les impôts pour dire est-ce que je paye en plusieurs fois ou tout d'une fois, je sais pas quoi faire, ma situation est compliquée. Et quand tu appelles les impôts, en fait, leur objectif, c'est que tu puisses payer. Donc, ils sont hyper facilitants. Et le mec, c'est la première fois que quelqu'un me parlait de surendettement. Et moi, j'étais en mode, non mais c'est mort, je vais être interdit, fichier Banque de France, on va me supprimer mon chèque, ma carte bleue, je vais être sous tutelle, enfin, voilà. Mais personne ne m'avait jamais parlé de ça. J'ai eu plein de conseillers, j'ai eu une conseillère qui m'a dit, mais vous pouvez pas demander de l'argent à vos parents ? Enfin, ok, merci pour le conseil. Et du coup, j'arrive à Nantes et je finis par me tourner vers... je me prends que des bâches encore sur les simulations de prêt et je me tourne vers la ville de Rezé où j'habite et vers la municipalité où ils proposent des prêts solidaires. Enfin, ça existe. Et du coup, je contacte l'assistante sociale en mode j'aimerais bien avoir un prêt solidaire. On prend rendez-vous et là, elle regarde mon dossier, elle me dit ça ressemble plutôt à un dossier Banque de France. Et moi, là, dans la tête, je m'effondre. Je prends un rendez-vous avec une autre assistante sociale. Déjà, en termes de dignité, je suis bien bas. Parce que je me dis, la meuf qui est bac plus 5, qui a fait une école de commerce pour s'en sortir dans la vie, qui se retrouve à devoir être accompagnée par une assistante sociale, alors que quand même, elle a fait une école de commerce, elle sait compter. Enfin, moi, je sais compter. Je me dis, je suis pas débile, c'est pas possible. Et j'ai besoin d'être assistée. Et après, elle a pris les choses en main et on a monté le dossier. Et ça, c'était en 2020. Non, en 2019, pardon. En 2019, t'es arrivé mai, le temps que tu t'installes un peu. Et en fait, c'était entre 2019 et 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, il y a des gens qui ont accepté la réalité de ce qui s'était passé, et j'ai commencé à accepter ça. Que j'étais surendettée et que c'était pas que de ma faute. Alors que moi, je culpabilisais, mais de malade, de fou malade, quoi. J'étais là, mais je ne suis qu'une merde. Je dois 8000 balles à ma mère. Ils ont toujours des galères d'argent. J'ai 2 petits frères qui sont au lycée et à la fac. Enfin, je ne suis qu'une sombre... Enfin, tu sais, le truc où drama queen de l'espace, quoi. Calimero. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment sorti de la merde. Et l'autre chose qui m'a sorti de la merde, et ça, c'est grâce à mon copain actuel, c'est qu'il m'a envoyé une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Eureka, qui vulgarise beaucoup de choses sur l'économie. Est-ce que lui, en fait, il essayait de comprendre ma situation et lui, il essayait de comprendre et il m'a envoyé une vidéo. Eureka a fait une vidéo sur le surendettement. Et vraiment, honnêtement, ça m'a sauvé la vie. C'est hyper clair, ça vulgarise tout et ça explique les mécanismes du surendettement, les responsabilités de chacun, comment ça se passe, les risques psychologiques, les risques psychosociaux, ça explique tout. Et là, j'ai vu que je cochais toutes les cases, en fait. Toutes les cases que d'un risque psychologique, ça te touche, tu peux être déprimé, et ça m'a enlevé un poids. Et pareil aussi, j'avais pris un rendez-vous avec l'association qui s'appelle Crésus, qui a fait cette vidéo en partenariat avec ce youtubeur. Et juste que des gens te regardent en face dans les yeux et te disent non, mais juste, vous n'êtes pas qu'une sombre merde, vous êtes dans cette situation et il y a des recours.
et qui t'explique que quand tu fais un dossier Banque de France, c'est pas interdit financier. Enfin, c'est pas les mêmes choses que interdit bancaire. C'est juste quand tu as un chèque, que tu fais un chèque et qu'on ne peut pas l'encaisser, tu es fiché et tu es interdit bancaire. Là, c'est juste que tu ne peux plus faire de prêt pendant 5 ans et que la Banque de France, ça va t'accompagner et aménager ta dette. Et en fait, le temps de la procédure, parce qu'on a lancé une procédure, ils ont gelé mon prêt. Ça veut dire que j'avais plus de prêts qui partaient... J'avais plus 500 et quelques balles tous les mois qui... Okay. Et j'avais plus de découvert autorisé, donc la Société Générale a renfloué mon découvert. Okay. Ça a créé une dette qui a été mise pour plus tard, quoi. Pour plus tard, et que j'ai remboursée depuis, là, ça y est. Mais cool. la Société Générale a fait un virement direct un jour, au mois de juillet, j'arrive, je vois 1 200 € virés sur mon compte en banque de la part de la Société Générale. Et après, du coup, j'ai reçu un cadencier, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec toutes les échéances. Et j'ai commencé à rembourser en février de cette année. Donc j'ai eu plusieurs mois où j'ai pu respirer et mettre de l'argent de côté. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et grâce à ça, j'ai fait un choix, par exemple, où j'y ai beaucoup réfléchi, mais j'ai pu financer un accompagnement avec les aventurières, du coaching, pour un coût de 2 000 €, le coût de ma dette, pour m'accompagner dans ma construction de vie d'entrepreneur, quoi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai regagné aussi l'estime de moi et la dignité, quoi. C'est le chemin de... Et c'est à coup d'amour et d'accompagnement, mais il a fallu des années, quoi. Et les banquiers, à aucun moment, ils te parlent de ça. Parce que eux, en fait... T'es dans la merde, mieux ils se portent, en vrai. En fait, un découvert, c'est ni plus ni moins qu'un crédit à la consommation. Parce qu'un découvert, t'as un taux, c'est des taux... les AGIO, tout ça, c'est des taux très juteux, quoi. Ça rapporte de l'argent, donc ils n'ont pas forcément intérêt. Ils voient qu'à chaque fois, tu es dans la limite, que tu t'en sors, que tu reviens un peu, mais que tu repars derrière. Au final, tu vivotes, mais ils sont en train de te tuer à petit feu, quoi. C'est ça. Et puis, après, à Nantes, j'ai construit... maintenant, je commence enfin à gagner ma vie. Ça y est. Et en fait, depuis septembre, même, où j'ai des missions de freelance, et ça y est, je peux vivre de mon activité d'indépendante depuis 2 mois, quoi. Et... Mais il y a un moment où, dis-toi que je pouvais, dans mon activité associative, j'organisais des apéros et je me défonçais, je donnais un temps de malade pour ça. Il y a des moments où je pouvais même pas amener de quoi grignoter. Et je me disais, bon, c'est bon, j'organise le truc, c'est pas grave si j'amène pas mon pot d'olive, quoi. Et à un moment, j'arrivais, j'organisais l'apéro, je voyais des gens qui amenaient des pots d'olive à 2,80 € achetés chez Carrefour Market 10 minutes avant. Et je leur disais, je suis vraiment désolée, j'ai rien amené. Et franchement, ça m'a fait bizarre le jour où je me suis dit, waouh, meuf, tu accordes plus de valeur à ce pot d'olive à 2,80 € qu'à toi-même. Elle en est où l'estime, là? Ok, d'accord. Mais à partir du moment où le dossier Banque de France a été accepté, ça a été déjà dès que le prêt a été géré. Ouais. T'as vu qu'en fait, il y avait une solution à ton problème, que jusque-là, tu mettais la poussière sous le tapis et t'avançais en retardant l'échéance. Et là, on t'a dit, OK, on va mettre pause et on va tout reprendre à zéro. Ouais. Et on va trouver une solution. Et en fait, t'as eu des gens qui ont fait preuve de bienveillance, d'empathie à ton égard et qui t'ont accompagné, qui t'ont écouté. Et comme tu dis, qui t'ont considéré même. C'est exactement ça. C'était un être humain et t'as le droit d'avoir de l'aide. T'as le droit de demander de l'aide. Et d'ailleurs, tu as besoin d'aide. Et c'est OK, quoi. Et en fait, il y a eu un basculement, un shift aussi du coup dans la tête en étant accompagnée. Parce que quand tu es à découvert, c'est l'argent de la banque ou tu sais pas. En vrai, c'est l'argent de la banque. Dans Eureka, ils expliquent bien le mécanisme de la planche à billets. C'est pas l'argent que tu prends à ton voisin. Mais en fait, parfois, tu te dis, de toute façon, je suis tellement à découvert que de toute façon, et je dois cet argent à la banque que, quitte à être à creuser loin dans le fond, autant aller jusqu'au bout. Et t'as plein de gens qui te font des conseils, parce que bon, tu sais, les gens finissent par le savoir. Ouais, mais mets 50 € de côté tous les mois. Mais je veux bien, mais t'as beau mettre 50 € de côté, cet argent, finalement, c'est jamais à toi. C'est l'argent que tu dois mettre dans la banque pour renflouer ton compte. Donc, c'est même pas ton argent. Enfin, c'est un espèce de mécanisme, c'est impossible à expliquer. Enfin, c'est tellement insidieux, mais de toute façon, cet argent, tu le dois toujours à quelqu'un. C'est jamais à toi. Du coup, t'as pas le droit de t'offrir des trucs. Donc, tu serres la ceinture et au bout d'un moment, tu pètes un plomb parce que t'es trop frustré. Et tu t'es... Enfin, il y a plein de trucs où... Tu vois, depuis que je gagne de l'argent, là, depuis 2 mois, je me suis acheté plein de fringues en fripe parce que, en fait, ça fait 5 ans que je m'habille avec les fringues de ma mère, les fringues de mes potes
et les fringues que je trouve dans la poubelle. Et j'étais là, ouais, c'est trop bien, conviction écolo et tout ça. Mais il y avait autre chose aussi. Que t'es meuf, t'as pas le droit d'être belle, t'as pas le droit de mettre de l'argent là-dedans. Parce que cet argent, c'est pas le tien. Tu vois, enfin... Toujours pas de blague. Ouais, toujours pas de blague. Mais si on termine l'interview sur une petite note un peu positive, et du coup, tu donnerais quoi comme conseil si tu avais 2-3 conseils à donner à des gens qui vivent du coup une situation comme ça de précarité, quasiment de surendettement. En tout cas, ils sont dans la grosse merde financièrement, ils voient pas trop le bout. Qu'est-ce que tu dirais ? Comment est-ce que toi, tu vois les choses ? Alors, moi, déjà, allez voir cette vidéo de Reka. C'est un truc de... C'est limite, elle doit être remboursée par la Sécu. Ou non, mais elle est gratuite. Non, je sais pas, mais c'est une question de santé publique, quoi. Okay. On est dans un pays où la France, c'est très... Enfin, faut avoir la référence de Game of Thrones, mais la France, c'est l'éducation des Lannister, quoi. Les Lannister payent toujours leurs dettes. Dans Game of Thrones, c'est ça. Bah, la France, en France, quand t'as une dette, tu rembourses. C'est comme ça. Tu as un gars qui est décédé depuis, mais un économiste qui s'appelle David Graeber, qui a écrit là-dessus, quoi. Et qu'en fait, la dette, c'est quelque chose de construit, social, sociétal. Et même moi, j'ai toujours considéré que quand j'ai une dette, je dois rembourser. Et j'y suis très attachée. Mais déjà, qu'il explique ça, de comprendre comment ça fonctionne avec Eureka, déjà, c'est trop bien. Se renseigner auprès des associations comme Crésus, CRESUS. Se renseigner auprès de sa municipalité, parce qu'il y a plein de structures, assistantes sociales et autres, qui peuvent... CCAS. Voilà, c'est ça, CCAS, ils peuvent faire des prêts solidaires si on est encore dans une situation pas trop néfaste. Il y a plein de choses, mais c'est juste aussi... en fait, les conseillers bancaires, c'est plus des conseillers bancaires, c'est des commerciaux. Donc, il faut bien s'entourer, il ne faut pas hésiter à en parler. Faut écouter ce podcast. Je dis ça parce que du coup j'ai écumé Internet pour savoir s'il y avait des gens qui juste déposaient ça et qu'on vulgarisait ça, qu'on expliquait. Et à part la vidéo d'Eureka, j'ai rien trouvé. T'as juste des tutos un peu genre que t'as sur France 2, des vidéos de 3 minutes sur le surendettement, qu'est-ce que c'est ? Et puis limite ils te mettent des équations, quoi. C'est complètement déshumanisé. Et du coup tu te retrouves juste tout seul comme un connard avec ta culpabilité, ta dette, et t'es en mode... Ouais, ça a l'air plutôt clair, mais j'y arrive toujours pas. Donc, je pense que c'est moi le problème. Hein. Je pense que je suis un peu con, quoi. Il y a de l'émotion, il y a de l'humain derrière. Et il y a surtout un système qui est destructeur, bancaire, sociétal. Donc, faut en parler. Faut libérer la parole. Faut créer des cercles de parole. Je sais pas, des cercles des endettés anonymes, je sais pas. Eh ben, écoute... Il y a bien de l'humain derrière, je suis d'accord. C'était hyper intéressant, tu vois. Ça fait un bon moment, on dépasse le temps actuel du truc, parce que moi j'étais embarqué dans ton histoire. C'est pas commun en vrai, et c'est ouf de pouvoir en parler et d'avoir ce cran déjà, ce courage d'en parler aujourd'hui, et cette facilité à vulgariser aussi ce qui t'est arrivé, tu vois, avoir ce recul sur les choses. Donc, merci pour ce temps, parce que c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de gens pour qui ça va être utile, ou qui connaissent peut-être des gens qui sont dans cette situation-là. Donc, n'hésitez pas à partager le témoignage de Justine. Mais Justine n'en a pas fini. Oui. On a quelques petites questions de partir, histoire qu'on finisse sur une petite touche un peu rigolote quand même. Et parce des blagues. que voilà, cette histoire, depuis tout à l'heure, il y en a plus d'un qui a dû chialer chez lui, là. On va tous vous déprimer. En plus, là, on enregistre en décembre, c'est l'hiver, il pleut. Il fait froid, il fait un temps de merde, on a tous envie de se jeter par les fenêtres. Non, surtout, ne sautez pas. Manger du chocolat blanc à la noix de coco. Ouais, on s'est attaqué à ça. Écoute, on passe aux questions pour la mention. Ouais. Question pour la mention. Première question. C'est quoi pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Pour moi, je crois vraiment dans le partage, la culture du lien. Ça, c'est la première. S'il faut partager, c'est s'entourer, c'est la base. Et je pense, par exemple, si on regarde la dernière série d'Orelsan... J'ai pas fini, putain, me spoil pas. J'ai pas vu le dernier épisode, donc t'inquiète, je te spoil pas. J'en ai que 3-4, me spoil pas. Mais juste, c'est complètement dingue. Mais ouais, c'est ça, c'est bien s'entourer et y aller à fond. La deuxième vertu, pour moi, du coup, qui est en lien avec ça, c'est l'amour, quoi. On a besoin d'amour. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde, surtout en ce moment, avec le climat présidentiel riche en haine et autres mots foireux et échanges sur Twitter bien salaces. Enfin, salace, salé, je sais pas. Et du coup, il faut mettre de l'amour. Faut s'aimer, ouais. Ouais, faut s'aimer. L'envie d'aimer. J'ai envie de mettre une chanson un peu... l'envie d'aimer, c'est une chanson trop bien. Un peu à l'ancienne...
Tu la mettras en lien dans la description. Je la mettrai avec grand plaisir. Voilà. Et la dernière, en vrai, c'est kiffer, c'est la joie, en fait, je me dis parfois, c'est suffisamment la merde pour X ou Y raison pour qu'en plus on se fasse chier la bite. J'adore cette expression. Cultivez-la chez vous. Enfin, franchement, c'est trop drôle. Et on a besoin de se marrer, quoi. Donc, regardons des spectacles d'humoristes après cet épisode. Allez voir, je sais pas, les spectacles d'Émeric Lombray. Marrez-vous, dansez, écoutez de la musique. Franchement, ouais, la vie. C'est bien ça. Hein, ouais, la vie est trop courte pour qu'on n'essaye pas de la kiffer à fond, quoi. On a pu terminer sur ça, mais on va comment enchaîner sur des questions. Mais partage, amour et kiff, non, on l'aime beaucoup. C'est des belles valeurs. C'est des belles valeurs, Justine. Avant qu'on se quitte, encore une petite question. Enfin, encore une autre encore après, parce que je fais ce que je veux. C'est quoi ? Est-ce que tu as un livre à nous conseiller ? Oui. Oui, je sais. Tout à fait, Jean-Pierre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas proposé du coup des séries ou des films. Je sais que tu vas nous parler d'un bouquin. Alors, c'est un livre. J'ai envie de faire un truc juste pour voir si ça marche. Je pense que ça marche. Enfin, moi, je l'ai entendu dans le cast, donc ça marche. Voilà, vous avez entendu le bruit d'un livre qui s'appelle Va te faire vivre, sous-titre Surmonter le 21e siècle avec des potes, des bières et des idées, qui est sorti le 8 septembre 2021. Un beau bébé de 370 pages, dont quelques-unes blanches, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être pour dessiner des mandalas et colorier des chats dedans. Et ce livre, il a été écrit par moi et 2 autres potes. On l'a écrit vraiment pour nos petits frères et sœurs et pour nos parents. L'idée de ce livre, c'est de se marier, de construire un monde individuellement épanouissant et collectivement viable. Et dedans, on parle de l'échec, du rapport à la thune, de la relation aux autres. On parle de tout ça. Parce qu'en fait, là, tout ce que je viens de raconter, c'est aussi que... Enfin, on n'apprend pas ça à l'école. Et y a des familles qui éduquent à l'argent et d'autres pas. Donc, on essaye de reprendre un peu les bases. Donc, va te faire vivre. Trop bien. Donc, allez bien vous faire vivre. Allez bien vous faire vivre tous. Peut-être que c'est en lien avec ça, peut-être que c'est autre chose. Du coup, ma dernière question pour toi, Justine, c'est quoi ton prochain objectif ? En fait, en ce moment, je kiffe trop ma vie de slashereuse. Et j'ai une énergie, j'ai une patate de ouf. Et du coup, je suis plutôt une nana du soir, je m'endors tard et je me réveille très tôt tellement je suis énervée sur tout ce qu'il y a à faire. Et là, je suis un peu trop dans ma tête et mon corps, il en chie un peu. Donc, mon objectif, c'est de redescendre un peu dans le corps parce que je suis hyper tendue et de prendre soin de moi, de remettre un peu de douceur dans tout ça. C'est un objectif hyper smooth, cool. Je suis bien aligné avec toi en ce moment. Ouais. Pareil, j'ai besoin de repos, de douceur, de tout ce que tu dis. Ça fait de bien. Sieste et de chocolat. Grave. Trop bien, Justine. Petit rituel de fin avant qu'on se quitte. Est-ce que tu arrives à nous résumer ce qu'on s'est dit depuis un bon moment, non, un bon 3/4 d'heure même par rapport à d'habitude. On est pas loin de l'heure avec ces conneries là. Est-ce que tu peux nous résumer ça en une bonne phrase de fin, une bonne punchline, un truc à toi? Ou pas à toi en fait, quand tu me dis une punchline, du coup, je pense à une phrase de Dick Henneck, et je sais pas pourquoi, mais c'est tu sors ou je te sors, mais il va falloir prendre une décision, et ça n'a aucun rapport avec... Mais on va finir sur Dick Henneck. Mais on finira sur Dick Henneck. Parfait. Tu sors ou je te sors, il va falloir prendre une décision, mon gars. Ouais. Puis les gants, c'était dans la boîte à gants. C'est parfait. Justine, merci beaucoup. C'était trop cool. Tout le meilleur pour toi. Merci. Va te faire un vivre trop cool. J'ai hâte de le lire. Ça va être un bon bouquin qui donne la patate. De ouf. Ouais, ça donne la pêche. Trop bien. On a fait plein de blagues aujourd'hui. Ah, des blagues. Toutes les blagues qu'on n'a pas faites dans cet épisode sont dans le bouquin. Yalla. Bon, écoute, merci Justine. On se dit à très vite. Ouais. Prends soin de toi. Toi aussi. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine que ça t'a plu. Et donc ça me fait super plaisir. Bon, maintenant, tu connais la chanson. Si tu veux me faire encore plus plaisir et me permettre de faire connaître le podcast, il y a 2 choses que tu peux faire. La première, c'est aller sur Apple Podcast, bon, bien sûr, si t'as un iPhone, et mettre une note et un avis. Et la deuxième, c'est en parler autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la page Insta Phoenix Podcast, si tu veux suivre les coulisses et me voir dire encore plus de conneries tous les jours. Et enfin, si tu veux m'écrire, c'est avec très grand plaisir. Je suis évidemment sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Donc je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de motivation.